Quand on parle des premières batailles entre la Russie et les Ottomans, il faut d'abord corriger une idée fausse. Il ne s'agit pas de deux empires qui se heurtent soudainement par accident, mais de deux puissances en expansion, dont les zones d'intérêt finissent par se chevaucher presque mécaniquement. Au nord de la mer Noire, la Russie cherche à descendre vers des eaux plus ouvertes, à sécuriser ses marges et à briser l'insécurité chronique imposée par les raids tatars. En face, l'Empire ottoman défend un système impérial plus large. Ses vassaux, ses routes, ses positions en mer Noire, et surtout son influence sur les marges ukrainiennes, moldaves, valaques et criméennes. Le premier grand conflit de la série classiquement retenue commence en 1676 et s'achève en Polscienteanson. Enjeu central n'est pas encore Constantinople ni même les détroits, mais le contrôle politique et militaire de l'Ukraine de rive droite, autour d'un point stratégique majeur, Chiirin. Dans cette phase, la guerre oppose non seulement deux empires, mais aussi tout un réseau d'acteurs intermédiaires, cosaques, Khanat de Crimée, hetmans rivaux et territoires tampons. Le cœur militaire de cette première confrontation est la lutte pour Chiirin, forteresse symbolique et opérationnelle. Les campagnes de 1677 et 1678 montrent déjà plusieurs constantes qui reviendront pendant 2 siècles. Importance des sièges, rôle décisif des lignes fluviales, fragilité logistique des grandes armées dans les steppes, poids des alliés irréguliers et difficulté à transformer une prise locale en domination durable. En 1678, les Ottomans parviennent à prendre Chiirin, mais sans convertir ce succès en percée définitive vers le nord-est. La guerre s'achève en 1681 par le traité de Bakhchisarai, qui stabilise provisoirement une frontière sur le Dniepr sans régler le conflit de fond. Autrement dit, dès la Première Guerre, aucun des deux empires n'obtient la solution finale. Mais la matrice stratégique est en place pour les conflits suivants. Les premières batailles entre la Russie et l'Empire ottoman ne surgissent pas dans un vide historique. Elles naissent d'un chevauchement progressif de zones d'influence sur les marges ukrainiennes et pontiques. La Russie veut descendre, sécuriser ses frontières et réduire la pression des raids venus de Crimée. Les Ottomans, eux, défendent un système de puissance indirecte fait de vassaux, de forteresses, d'axes fluviaux et de domination régionale. Dès la guerre de 1676 à 1681, le théâtre principal n'est donc pas encore le mythe d'un face-à-face pour Constantinople, mais le contrôle de l'Ukraine de rive droite. Le verrou de cette lutte s'appelle Chiirin. Sa valeur dépasse la simple topographie. C'est un centre politique, militaire et symbolique. Les campagnes de 1667 et 1668 révèlent déjà les règles du jeu qui reviendront. Pendant 2 siècles, lourdeur logistique, importance des sièges, rôle décisif des auxiliaires, difficulté à exploiter une victoire locale. Les Ottomans prennent la place forte, mais ne transforment pas ce gain en domination définitive. Le traité de Bakhchisarai en 1681 fixe provisoirement la frontière sur le Dniepr. Ce n'est pas une fin, c'est le début d'une longue mécanique de confrontation. C'est précisément ce qui permet de ne pas tomber dans le récit simpliste. Les Russes gagnent, les Ottomans déclinent. L'histoire réelle est plus dure. Les Russes progressent par étapes, avec des revers, des limites logistiques et des blocages diplomatiques. Les Ottomans perdent du terrain, mais restent longtemps capables de résister, de contre-attaquer ou de faire intervenir l'équilibre européen. Après la première guerre de 1676-1681, la rivalité russo-ottomane ne disparaît pas. Elle change d'échelle. À partir de 1686, la Russie entre dans la Sainte Ligue contre les Ottomans et tente de frapper leur système de contrôle indirect en visant le Khanat de Crimée, vassal essentiel de la Porte dans la steppe pontique. C'est le sens des 2 campagnes de 1687 et 1689, conduites par le prince Vassili Golitsyn. Mais ces expéditions sont des échecs nets. Non parce que la Russie manque seulement d'hommes, mais parce que la steppe impose ses propres lois. Chaleur, incendie, manque d'eau, ravitaillement précaire, mobilité tatare, profondeur opérationnelle quasi hostile à une armée lourde. Les Russes avancent, s'usent, puis reculent sans résultat décisif. Cette séquence est fondamentale. Elle montre que frapper directement la Crimée par voie terrestre est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Sur une carte, la leçon est tirée sous Pierre Ier. Au lieu de vouloir briser immédiatement tout le système tatar en profondeur, la Russie choisit un objectif plus concret et plus opératif. Azov, forteresse ottomane contrôlant l'embouchure du Don et l'accès à la mer d'Azov. La première campagne de 1695 échoue, notamment parce que les Russes ne peuvent pas isoler complètement la place. Sans maîtrise navale, un siège reste incomplet.
En 1696, Pierre corrige ce défaut en combinant force terrestre et effort naval. La forteresse tombe. Ce point est capital pour la narration. Azov n'est pas encore l'accès libre à la mer Noire, mais c'est le premier vrai gain russe durable vers le sud, et surtout la preuve qu'une poussée méridionale exige désormais non seulement une armée, mais aussi une marine, des chantiers, des officiers, une logistique plus moderne et une pensée stratégique plus intégrée. Le traité de Constantinople de 1700 reconnaît à la Russie la possession d'Azov. C'est une avancée réelle, mais il ne faut pas l'exagérer. La Russie n'obtient pas encore la pleine liberté en mer Noire. En réalité, elle gagne une tête de pont, une respiration stratégique et un symbole politique. Puis survient un retournement. Pendant la Grande Guerre du Nord, après Poltava, le roi de Suède, Charles XII, se réfugie en territoire ottoman et pousse la porte à reprendre la guerre contre la Russie. En 1711, la campagne du Prut tourne au piège. L'armée de Pierre est encerclée par les Ottomans, du grand vizir Baltaj Mehmed Pacha. Pierre évite l'anéantissement, mais au prix d'un accord humiliant. Il doit rendre Azov, détruire ses fortifications frontalières et renoncer à certaines ingérences dans les affaires polonaises et cosaques. Conclusion de ce bloc. La Russie a trouvé la méthode de sa poussée vers le sud, mais elle n'a pas encore la puissance nécessaire pour l'imposer durablement face à l'Empire ottoman. Après la première guerre russo-ottomane de la série, la Russie comprend que le problème n'est pas seulement militaire, mais géographique. Entrée dans la Sainte Ligue contre les Ottomans, elle tente d'abord de briser le dispositif adverse en frappant la Crimée, pivot tatar de la puissance ottomane dans la steppe pontique. Les campagnes de 1687 et 1689, conduites par le prince Golitsyn, tournent pourtant à l'échec. Non parce que l'objectif serait secondaire, mais parce que la steppe consume les armées lentes. Pénurie d'eau, incendie, immensité, harcèlement, ravitaillement disloqué. Ces revers enseignent une leçon fondamentale. Entre Moscou et la mer Noire, le terrain combat lui-même. Pierre le Grand change alors de méthode. Plutôt que de vouloir d'emblée soumettre tout le système criméen, il vise Azov. Verrou ottoman sur le Don. La première campagne de 1695 échoue. La seconde, en 1696, réussit parce que la Russie comprend qu'un siège moderne exige aussi une composante navale. Azov tombe. Ce n'est pas encore la maîtrise de la mer Noire, mais c'est un saut qualitatif majeur. Pour avancer au sud, la Russie doit devenir une puissance de siège, de forteresses, de rivières et de flottes. Le traité de Constantinople, en 1722, reconnaît cette acquisition. Mais la progression reste fragile. Après Poltava, Charles XII entraîne la porte dans une reprise du conflit. En 1711, sur le Prut, l'armée de Pierre est encerclée. Elle échappe à la destruction, mais au prix d'une concession stratégique. Azov doit être rendu. Ainsi, dès cette phase précoce, toute la logique des guerres futures est déjà visible. Percée russe, adaptation ottomane, succès partiel, puis correction brutale du rapport de force. La guerre de 1735 à 1739 reprend dans un contexte particulier. D'un côté, la Russie veut corriger l'humiliation du Prut et reprendre l'initiative vers le sud. De l'autre, l'Empire ottoman est déjà mobilisé contre la Perse, tandis que les raids tatars sur les marges ukrainiennes servent de prétexte immédiat à une nouvelle offensive russe. À partir de là, la guerre s'organise autour de plusieurs objectifs. Frapper la Crimée, reprendre Azov, briser certains verrous ottomans sur le littoral et démontrer que la Russie peut désormais mener de vastes opérations en profondeur contre le système ottomano-tatar. Les Russes, sous des chefs comme Meunich et Peter Lassie, obtiennent de vrais succès. Ils franchissent Perekop, pénètrent en Crimée, prennent Azov, s'emparent d'Ochakov, Oder-Ozy, puis remportent en 1739 une victoire importante à Stavouchani, avant de pousser jusqu'à Khotyn et en Moldavie. Militairement, cela prouve quelque chose d'essentiel. La Russie n'est plus seulement capable de raids ou de sièges isolés. Elle peut désormais enfoncer plusieurs verrous du système ottoman, entrer sur des terrains jusque-là réputés très coûteux, et menacer directement des espaces danubiens et moldaves. Munich lui-même est resté associé à cette séquence parce qu'il mène l'armée russe à la victoire dans cette guerre. Mais c'est ici qu'il faut être précis. Ces succès ont un coût énorme. Les campagnes vers la Crimée et les marges méridionales restent ravagées par la distance. La maladie, la chaleur, le manque d'eau, la désorganisation des convois et l'usure extrême des hommes et des chevaux. En clair, la Russie gagne davantage qu'à la fin du XVIIe siècle. Mais elle ne maîtrise toujours pas complètement le théâtre. Sa puissance offensive progresse, plus vite que sa capacité à convertir durablement cette offensive en 1739, domination stable. C'est la même logique que dans les conflits précédents, mais à un niveau supérieur. Le point décisif vient de l'Europe centrale. L'Autriche, alliée de la Russie à partir de 1737,
subit des revers et conclut une paix séparée avec les Ottomans. Cela change tout. Malgré les succès russes, la Russie se retrouve isolée, diplomatiquement, et doit accepter la paix de Belgrade de 1739 dans des conditions décevantes au regard de ses avancées militaires. Azov lui revient, mais démilitarisé. La Russie ne peut avoir ni flotte de guerre sur la mer d'Azov, ni sur la mer Noire, et doit dépendre du transport ottoman pour son commerce en mer Noire. Autrement dit, la Russie a montré sa force, mais pas encore obtenu la pleine liberté stratégique qu'elle cherche depuis des décennies. La guerre de 1735 et 1739 marque un saut qualitatif dans la rivalité russo-ottomane. La Russie ne se contente plus de tester ses limites dans la steppe. Elle revient avec une armée plus capable, un commandement plus ambitieux et une volonté claire de corriger le revers du Prut. Le prétexte immédiat vient des raids tatars et des tensions frontalières, mais l'objectif profond reste inchangé, desserrer l'étau ottoman sur le sud russe et progresser vers la mer Noire. Sous Munich et Lacy, les Russes obtiennent des succès que les décennies précédentes avaient rendus incertains. Ils franchissent Perekop, entrent en Crimée, reprennent Azov, s'emparent d'Ochakov, puis, en 1739, battent les Ottomans à Stavouchani, avant de prendre Khotyn et de pénétrer en Moldavie. Militairement, le message est clair. La Russie peut désormais enfoncer plusieurs verrous du système ottoman, mais cette progression a un prix terrible. Les distances, la chaleur, la maladie, la pénurie d'eau, l'épuisement des convois et des chevaux continuent de dévorer les campagnes. Les Russes avancent mieux qu'autrefois, mais ils ne tiennent pas encore le théâtre à leur guise. Puis intervient le facteur européen décisif. L'Autriche, alliée de la Russie, échoue et fait une paix séparée. Dès lors, Moscou doit transformer ses succès tactiques en compromis diplomatiques. La paix de Belgrade de 1939 lui rend Azov, mais démilitarisé, sans flotte de guerre en mer d'Azov ni en mer Noire. La leçon est brutale. La Russie a prouvé sa puissance offensive, mais pas encore obtenu la liberté stratégique qu'elle poursuivait depuis un demi-siècle. La guerre de 1768-1774 commence sur fond de crise polonaise. L'Empire ottoman exige que Catherine II cesse d'intervenir dans les affaires internes de la Pologne. La guerre éclate ensuite dans un contexte où la rivalité russo-ottomane se mêle désormais à l'équilibre européen. Ce point est essentiel. On n'est plus seulement dans une guerre de frontières. La Russie entre dans une phase où ses opérations contre les Ottomans ont des répercussions directes sur la Pologne, l'Autriche, la Prusse et l'ensemble du système continental. Sur le plan militaire, la guerre est marquée par une série de victoires russes qui montrent une montée en gamme très nette. Sur le front danubien et moldave, Piotr Roumiantsev remporte les victoires de Larga, puis surtout de Kagul, en 1707, qui brise l'initiative ottomane, malgré une nette infériorité numérique russe. En parallèle, la flotte russe détruit la flotte ottomane à Sechme-Chesme, les 6-7 juillet 1770 dans l'Égée. C'est un choc immense. Non seulement l'Empire ottoman est battu sur terre, mais il subit aussi une catastrophe navale, loin du cœur traditionnel du théâtre pontique. La guerre cesse alors d'être une simple pression russe au nord de la mer Noire. Elle devient une démonstration de portée impériale. La Crimée devient alors le nœud central. Il ne faut pas dire trop vite que la Russie l'annexe dès 1774. Ce serait faux. Le traité de Küçük-Kaynarka, signé le 21 juillet 1774, rend le khanat de Crimée indépendant du sultan. En réalité, cette indépendance retire la Crimée de l'orbite ottomane et la place dans une zone de vulnérabilité extrême face à la Russie. C'est une étape intermédiaire décisive. La Crimée n'est pas encore juridiquement russe, mais elle n'est plus un véritable bastion ottoman. C'est ce qui prépare l'annexion russe de 1783. Le traité de Küçük-Kaynarka est le cœur du bloc. Il donne à la Russie des acquis qu'elle cherchait depuis des décennies. Droit d'avoir une flotte sur la mer Noire, obtention de forteresses et de positions sur la côte nord, progrès frontalier vers le beau méridional, avantages commerciaux, présence consulaire dans l'Empire ottoman, et surtout des droits formulés de manière assez large à propos des sujets chrétiens du sultan. C'est là que naît une arme diplomatique redoutable. La Russie peut désormais intervenir non seulement par la guerre, mais aussi par la protection, l'influence religieuse, la pression politique et la présence maritime. Cette fois, le résultat diplomatique correspond bien davantage au succès militaire. La guerre de 1768 à 1774 est le premier grand séisme de la rivalité russo-ottomane. Elle naît sur fond d'ingérence russe en Pologne, mais déborde très vite ce cadre pour devenir une guerre.
continentale de portée impériale. Sur le terrain, la Russie ne se contente plus de résister ou de percer localement. Elle impose une série de victoires qui changent la structure du rapport de force. En 1770, Roumiantsev écrase les forces ottomanes à Larga puis à Kagoul, malgré l'infériorité numérique russe. Au même moment, la flotte russe détruit la flotte ottomane à Sechm, dans l'Égée. Cette combinaison est décisive. L'Empire ottoman est atteint sur terre et sur mer, au nord comme au sud. Le verrou central devient alors la Crimée. Le traité de Küçük-Kaynarca, signé en 1774, ne l'annexe pas encore à la Russie, mais il la détache du sultan en la déclarant indépendante. En apparence, c'est un compromis. En réalité, c'est une dévitalisation stratégique du système ottoman. La Russie obtient aussi le droit d'avoir une flotte sur la mer Noire, renforce sa présence côtière, gagne des avantages commerciaux et se dote de nouveaux leviers diplomatiques dans les affaires ottomanes. Pour la première fois, la guerre ne produit pas seulement une avance militaire russe, elle crée un ordre nouveau, plus favorable à la Russie et beaucoup plus dangereux pour l'Empire ottoman. Après le traité de Küçük-Kaynarca en 1774, la Crimée indépendante n'est en réalité qu'un espace arraché à l'autorité ottomane et livré à une pression russe croissante. Catherine II finit par annexer officiellement la péninsule en 783. C'est un tournant énorme. La Crimée n'est plus seulement un ancien vassal ottoman neutralisé, elle devient un territoire impérial russe. Pour la Porte, l'enjeu n'est plus abstrait. Si cette annexion est tolérée, le verrou stratégique de la mer Noire saute durablement. La guerre éclate en 1787 dans ce contexte de révision ottomane. L'Empire ottoman cherche à récupérer ce qu'il a perdu, ou au minimum à stopper la dynamique russe. L'Autriche se joint à la Russie, ce qui ajoute une dimension centre-européenne au conflit. Mais pour la narration, il faut garder un axe simple. Cette guerre sert à décider si l'annexion de la Crimée restera un fait, provisoire ou deviendra un élément durable, du nouvel ordre régional. Très vite, les opérations se concentrent sur les forteresses et les axes du bas Dniepr, du bas Boug, du Dniestre et du Danube. La guerre devient une lutte pour les verrous du littoral et pour l'accès aux principautés danubiennes. Le premier grand jalon est le siège d'Ochakov en 1788, conduit par Potemkin. La place est importante parce qu'elle contrôle un secteur clé entre le Dniepr, le Boug et l'accès littoral. Sa chute constitue un succès majeur, mais elle rappelle aussi une constante des guerres russo-ottomanes. Les sièges sont gagnés au prix d'une usure énorme, par le froid, la maladie, les délais, l'attrition et la logistique. Ensuite, en 1789, Suvorov s'impose comme la figure militaire, dominante avec les victoires de Fokshan et puis de Rymnik, remportées avec l'appui autrichien. Ces batailles montrent ce que devient l'armée russe à la fin du XVIIIe siècle, plus mobile, plus disciplinée, plus capable de battre des forces supérieures en nombre par concentration, vitesse et rupture locale. Le moment le plus brutal et le plus mémorable pour une conférence reste la prise d'Ismail Ismail en 1790. Cette forteresse du Danube, réputée redoutable, tombe après l'assaut mené par Suvorov. C'est à la fois une victoire militaire et un symbole psychologique. La Russie montre qu'elle peut non seulement progresser, mais aussi abattre un grand bastion ottoman sur le Danube. À partir de là, l'issue générale du conflit est de plus en plus claire. Le traité de Jassy-Yash, signé le 9 janvier 1792, confirme l'annexion russe de la Crimée et fixe la frontière sur le Dniestre. Le résultat est capital. La Russie ne gagne pas encore tout ce qu'elle voudrait, mais elle impose définitivement sa présence sur l'ensemble du littoral nord de la mer Noire orientale et centrale. Le rapport de force a changé en profondeur. Après Küçük-Kaynarca, la Crimée prétendument indépendante n'est plus réellement un rempart ottoman. Elle devient un espace vulnérable, politiquement disloqué, dans lequel la Russie peut pénétrer, arbitrer et finalement annexer. En 1783, Catherine II transforme cette dépendance de fait en annexion formelle. Ce geste change tout. Pour l'Empire ottoman, il ne s'agit plus seulement d'un revers diplomatique, mais d'une rupture stratégique majeure. La Russie s'installe durablement au cœur du dispositif pontique. La guerre de 1787 éclate dans cette logique de révision. Les Ottomans veulent reprendre l'initiative. La Russie veut rendre irréversible son avancée. Le conflit se concentre alors sur les forteresses et les grands axes du sud. Ochakov tombe en 1788 après un siège dur et coûteux, révélant à la fois la force russe et l'usure extrême des opérations. En 1789, Suvorov remporte à Fokshani puis à Rymnik 2 victoires, majeures qui accélèrent l'effondrement à ottoman sur ce front. Puis vient Ismail, en 1790, un bastion danubien réputé presque imprenable, emporté d'assaut. À ce stade, le message est clair. La Russie ne mène plus seulement une guerre de pression, elle restructure l'espace stratégique de la mer Noire. Le traité de Jassy, en 1792, entérine ce bouleversement. La Crimée russe est reconnue, et la frontière avance jusqu'au Dniestre. Ce n'est plus une percée, c'est une consolidation impériale. La guerre de 1806-1812 commence dans un climat européen profondément déstabilisé par Napoléon. Le déclenchement immédiat tient notamment aux tensions autour de la Moldavie et de la Valachie, vassale de l'Empire ottoman mais décisive pour l'influence russe dans le bas Danube. La Porte, encouragée par le contexte international et la pression française,
cherche à reprendre de la marge. La Russie réagit en occupant les principautés. À partir de là, le conflit s'élargit. Il ne s'agit plus seulement de forteresses criméennes ou littorales, le front danubien devient le centre de gravité, avec une dimension balkanique et européenne beaucoup plus marquée. Militairement, la guerre est longue, irrégulière et moins spectaculaire dans sa première phase que celle de 1768-1714 ou celle de 1787-1792, mais elle est stratégique. Les Russes occupent Moldavie et Valachie, affrontent les Ottomans sur le Danube et combinent opérations balkaniques et caucasiennes. La séquence décisive vient avec la campagne de 1811-1812, menée par Mikhail Kutuzov, qui force les Ottomans à négocier. C'est un point important pour ton script. La guerre n'est pas seulement gagnée par accumulation de combats, mais par une pression opérative, bien conduite sur le Danube, au moment où la Russie a besoin de se dégager du front sud. Britannica résume explicitement cela en disant que la campagne victorieuse de Kutuzov en 1811-1812 force les Ottomans à céder la Bessarabie. Le traité de Bucarest, signé le 28 mai 1812 selon Britannica, met fin à la guerre. Ces termes sont essentiels. La Russie annexe la Bessarabie, c'est-à-dire l'espace compris entre le Prut et le Dniestre, mais elle restitue le reste de la Moldavie et la Valachie qu'elle occupait. Elle obtient aussi des avantages sur le Danube, tandis que des dispositions touchent la question serbe. Il faut être précis ici. La Russie ne prend pas l'ensemble des principautés danubiennes, mais elle s'empare d'un morceau capital qui la rapproche encore davantage de l'embouchure danubienne et renforce durablement sa position au sud-ouest. La vraie clé d'interprétation est la suivante. Cette paix intervient juste avant l'invasion de la Russie par Napoléon. La Russie accepte donc une paix qui n'exploite pas forcément tout son potentiel maximal, parce qu'elle doit éviter une guerre sur deux fronts. Autrement dit, Bucarest 1812 est à la fois une victoire russe et une paix de nécessité. Elle sécurise le Sud au moment précis où l'Empire russe doit concentrer son énergie contre la France. La guerre russo-ottomane de 1806 à 1812 appartient déjà à une autre époque. Le duel entre la Russie et l'Empire ottoman ne disparaît pas, mais il est désormais pris dans la tempête napoléonienne. Le déclenchement passe par la Moldavie et la Valachie, espaces vassaux du sultan mais décisifs pour l'influence russe sur le Danube. Quand la Porte cherche à reprendre la main dans ce contexte international tendu, la Russie occupe les principautés et ouvre une nouvelle guerre. Cette fois, l'enjeu ne se limite plus à la Crimée ou au littoral nord de la mer Noire. Le front danubien devient central. La Russie avance, occupe, négocie, combat sur plusieurs axes, tout en surveillant l'Europe occidentale. La séquence décisive vient avec la campagne de Kutuzov en 1811 et 1812. Elle ne produit pas seulement un succès tactique. Elle impose un choix stratégique aux Ottomans. Le traité de Bucarest, signé en mai 1812, accorde à la Russie la Bessarabie, entre le Prut et le Dniestre, tout en lui faisant restituer la Valachie et le reste de la Moldavie qu'elle occupait. Le gain est réel. La Russie se rapproche du Danube et consolide sa façade méridionale. Mais la rapidité de la paix dit aussi autre chose. À la veille de l'invasion de Napoléon, Saint-Pétersbourg a besoin de fermer le front du Sud. Bucarest n'est donc pas seulement une victoire contre les Ottomans. C'est une manœuvre de dégagement avant l'épreuve majeure de 1812. La guerre de 1828-1829 s'inscrit directement dans la crise provoquée par la guerre d'indépendance grecque. Le point de bascule immédiat est la bataille de Navarin, le 20 octobre 1827, où les flottes britanniques, françaises et russes détruisent la flotte turco-égyptienne. Cette défaite n'est pas un simple épisode naval. Elle désorganise profondément la capacité ottomane à reprendre la main en Grèce et humilie la Porte dans un contexte de pression européenne accrue. La guerre russo-ottomane qui suit s'insère, donc dans une crise déjà internationalisée. Lorsque la guerre éclate en 1828, la Russie ouvre deux grands théâtres. Dans les Balkans, elle franchit le Danube, prend plusieurs places, puis, après une première phase hésitante, reprend l'initiative sous le commandement de Hans Karl von Diebitsch. En 1829, les Russes franchissent les Balkans et avancent jusqu'à Andrinople et Deurne, c'est-à-dire à une distance politiquement menaçante pour Constantinople. Dans le Caucase, les Russes progressent aussi contre les positions ottomanes et consolident leur emprise régionale. Ce point est essentiel. La guerre n'est pas gagnée sur un seul front, mais par une pression convergente qui révèle l'incapacité ottomane à stabiliser simultanément ses marges, européennes et caucasiennes. Le traité d'Andrinople et Deurne, signé le 14 septembre 1829, est l'élément central du bloc. Britannica indique qu'il renforce la position russe en Europe orientale et affaiblit celle de l'Empire ottoman. La Russie obtient les îles contrôlant l'embouchure du Danube, ainsi que la bande côtière caucasienne de la mer Noire comprenant Anapa et Poti. Les Ottomans reconnaissent aussi le titre russe sur la Géorgie et d'autres principautés caucasiennes. Les détroits, Dardanelles et Bosphore, sont ouverts à la navigation russe. Dans les Balkans, le traité reconnaît la Grèce comme État autonome et tributaire, réaffirme l'autonomie de la Serbie et reconnaît l'autonomie de la Moldavie et de la Valachie sous tutelle russe. Là encore, il faut être très précis. La Russie n'annexe pas tout, mais elle transforme, juridiquement et politiquement,
les marges ottomanes, en zone de dépendance croissante. La thèse du bloc est donc claire. 1828-1829 ne vaut pas seulement pour une victoire militaire russe. Cette guerre accélère la fragmentation politique de l'espace ottoman européen. Elle montre aussi que la Russie n'agit plus seulement comme puissance d'invasion méridionale, mais comme puissance de tutelle, de garantie, de navigation, de pression diplomatique et de recomposition régionale. C'est ce qui fait d'Andrinople un jalon majeur entre Bucarest, 1812 et la future guerre de Crimée. La guerre russo-ottomane de 1828 à 1829 naît d'un contexte plus large que la seule rivalité entre Saint-Pétersbourg et Constantinople. Elle s'inscrit dans la crise grecque, dans l'émotion européenne provoquée par la guerre d'indépendance et dans le choc de Navarin où les flottes britanniques, françaises et russes détruisent en octobre 1827 la flotte turco-égyptienne. À partir de là, l'Empire ottoman n'affronte plus seulement une Russie expansionniste. Il fait face à un environnement international qui réduit sa marge de manœuvre. Lorsque la guerre éclate, la Russie agit sur deux axes. Dans les Balkans, elle franchit le Danube, pousse vers le sud et, sous Dibic, traverse finalement les Balkans jusqu'à Andrinople. Dans le Caucase, elle consolide aussi ses positions. Cette convergence est décisive. La Porte ne parvient plus à stabiliser à la fois son front européen et son front oriental. Le traité d'Andrinople, signé en septembre 1829, consacre cette défaite. La Russie renforce sa position sur le Danube, gagne sur la côte caucasienne de la mer Noire, obtient l'ouverture des détroits à sa navigation et accroît sa tutelle sur les principautés danubiennes. L'Empire ottoman conserve encore l'essentiel de son corps politique, mais ses marges deviennent de plus en plus autonomes, dépendantes ou vulnérables. La guerre de 1828-1829 ne détruit pas l'Empire ottoman. Elle l'oblige à vivre davantage sous contrainte. La guerre commence en 1853, sur fond de querelles autour de la protection, des lieux saints, et plus profondément, autour du droit de la Russie à parler au nom des chrétiens orthodoxes dans l'Empire ottoman. Comme souvent, le prétexte immédiat ne doit pas masquer l'enjeu réel. La Russie veut accroître sa capacité de pression sur Constantinople et sur les détroits, tandis que les puissances maritimes européennes refusent qu'elle transforme l'affaiblissement ottoman en domination géopolitique sur l'Orient méditerranéen. Le conflit change donc immédiatement d'échelle. Le premier choc majeur est la bataille de Sinope, le 30 novembre 1853. La flotte russe y détruit une escadre ottomane dans le port de Sinope. Militairement, c'est un succès russe éclatant. Politiquement, c'est presque une erreur stratégique, parce que cette destruction spectaculaire accélère l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne et de la France. Sinope est donc un moment clé à bien expliquer. Victoire tactique russe, mais déclencheur d'une coalition beaucoup plus dangereuse. Britannica souligne aussi que la bataille a marqué l'histoire navale en mettant en évidence l'effet destructeur des obus explosifs, ce qui pousse ensuite les Marines à évoluer vers des coques protégées puis métalliques. À partir de 1854, la guerre se déplace vers la Crimée. Les Alliés débarquent le 14 septembre 1854 sur la côte de la péninsule, remportent l'Alma le 20 septembre, puis ouvrent le grand siège de Sébastopol, qui dure du 17 octobre 1854 au 11 septembre 1855. C'est le cœur militaire et symbolique du conflit. Sébastopol n'est pas une ville quelconque, c'est la grande base de la flotte russe de la mer Noire, construite après l'annexion de la Crimée au XVIIIe siècle. Le siège concentre tout ce que cette guerre a de moderne et de brutal. Fortifications, artillerie lourde, logistique de masse, guerre de tranchées embryonnaires, attrition, maladie, insuffisances médicales et guerre médiatisée. Il faut ensuite hiérarchiser les épisodes. Balaklava et la Charge of the Light Brigade sont célèbres. Mais pour une conférence sérieuse, ils ne doivent pas écraser l'essentiel. Le point fondamental reste l'usure de la Russie. Face à une coalition dotée d'une supériorité maritime et logistique, capable de soutenir un siège prolongé en Crimée. La chute de la position du Malakoff le 8 septembre 1855, puis l'abandon de Sébastopol, marquant la défaite stratégique russe sur le théâtre principal. La Russie n'est pas détruite, mais elle est forcée d'admettre que sa puissance méridionale peut être contenue dès lors que les puissances occidentales interviennent directement. Le traité de Paris, signé le 30 mars 1856, donne la clé politique du bloc. Il garantit l'intégrité de l'Empire ottoman, oblige la Russie à céder le sud de la Bessarabie à l'embouchure du Danube, et surtout neutralise la mer Noire. Ni la Russie ni l'Empire ottoman ne peuvent y entretenir de flotte de guerre. C'est une humiliation stratégique majeure pour Saint-Pétersbourg, parce que cela frappe précisément l'espace que la Russie cherchait à transformer en zone d'avantage depuis plus d'un siècle. Le message historique est net. La Russie peut battre seule l'Empire ottoman, mais pas imposer librement sa volonté quand la question d'Orient déclenche une coalition européenne. La guerre de Crimée marque le moment où la rivalité entre la Russie et l'Empire ottoman cesse d'être un affrontement régional pouvant être réglé à deux. Depuis le XVIIIe siècle, la Russie avait avancé par étapes, imposant sa présence sur la mer Noire et grignotant les marges ottomanes. En 1853, elle tente encore d'accroître sa pression.
cette fois sous couvert de protection religieuse et de statut des lieux saints. Mais le contexte a changé. Pour Londres et Paris, laisser la Russie pousser jusqu'au détroit ou faire de l'Empire ottoman un quasi-protectorat reviendrait à bouleverser tout. L'équilibre méditerranéen. La bataille de Sinope, le 30 novembre 1853, illustre parfaitement ce renversement. Immense victoire navale russe contre les Ottomans. Elle devient en même temps le déclencheur politique d'une guerre plus vaste. En 1854, les Alliés débarquent en Crimée et déplacent le centre de gravité du conflit vers Sébastopol, grand port militaire russe de la mer Noire. Le siège dure près d'1 an. Alma, Balaklava, Inkerman entrent dans la mémoire, mais le fond du problème est plus profond. La Russie affronte désormais une coalition capable de projeter des hommes, du matériel, des navires et du crédit contre elle. Quand Sébastopol tombe en 1855, ce n'est pas l'effondrement total de l'Empire russe, mais c'est l'échec d'une stratégie méridionale, poursuivie depuis des générations. Le traité de Paris de 1856 consacre cette limite. Intégrité ottomane garantie, mer Noire neutralisée, Bessarabie méridionale perdue. La Russie découvre alors une vérité que les guerres précédentes n'avaient pas imposée. Avec autant de netteté, battre l'Empire ottoman ne suffit plus. Si toute l'Europe occidentale juge qu'il faut l'empêcher de gagner. La guerre de 1877-1878 s'inscrit dans la grande crise d'Orient. Le contexte immédiat, ce sont les insurrections balkaniques, la répression ottomane et l'émotion suscitée en Europe par les violences en Bulgarie et en Bosnie-Herzégovine. La Russie se présente alors comme protectrice des chrétiens balkaniques et comme puissance capable de réviser l'ordre humiliant imposé après la guerre de Crimée. Elle déclare la guerre à l'Empire ottoman en avril 1877. Cette fois, le conflit se joue clairement sur 2 grands théâtres, les Balkans et le Caucase. Dans les Balkans, les Russes franchissent le Danube en juin 1867 et s'emparent rapidement du col de Shipka en juillet. C'est un point capital, car ce passage à travers les Balkans coupe les communications ottomanes et ouvre potentiellement la route du Sud. Mais la guerre ne devient pas pour autant une marche triomphale. L'avance russe est stoppée à Plevna-Pleven, où Osman Nouri Pacha organise une défense extrêmement solide. Les Russes échouent d'abord à emporter la place et doivent transformer l'opération en un siège prolongé. Cette séquence est essentielle parce qu'elle montre que l'Empire ottoman reste capable, localement, d'une résistance moderne, disciplinée et coûteuse pour l'adversaire. Le rôle de Shipka doit être bien hiérarchisé. Le col, pris en juillet 1877, est ensuite attaqué par les Ottomans en août. Les défenseurs russes et bulgares y tiennent dans des conditions très dures. La résistance à Shipka empêche la porte de rétablir facilement la continuité de son front balkanique et devient un symbole politique majeur de la guerre. Mais, pour une conférence rigoureuse, il faut expliquer que Shipka et Plevna fonctionnent ensemble. Shipka bloque, Plevna retarde. Tant que Plevna tient, l'avance russe vers le sud reste freinée. Quand Plevna tombe finalement en décembre 1877, l'équilibre du front bascule nettement en faveur de la Russie. Sur le front du Caucase, les Russes remportent également des succès importants, notamment avec la prise de Kars en novembre 1877. Ce point ne doit pas être oublié, car il prouve que l'Empire ottoman subit une pression simultanée en Europe et en Asie. Là encore, la Russie ne gagne pas sur un seul axe. Elle étouffe la porte par convergence stratégique. Une fois Plevna tombée et le passage des Balkans rouvert, les Russes reprennent leur marche et avancent jusqu'aux abords de Constantinople, ce qui force les Ottomans à demander la paix. Le traité de San Stefano, signé le 3 mars 1878, est le moment du triomphe russe. Britannica explique qu'il prévoyait une nouvelle répartition des provinces européennes de l'Empire ottoman qui aurait pratiquement mis fin à tout contrôle turc effectif sur les Balkans si ces dispositions avaient été appliquées telles quelles. Le cœur du problème, c'est la création d'une très grande Bulgarie sous influence russe, ainsi que la reconnaissance ou l'élargissement de l'indépendance de la Serbie, du Monténégro et de la Roumanie. Pour la Russie, c'est l'aboutissement maximal de sa victoire militaire. Pour la Grande-Bretagne et l'Autriche-Hongrie, c'est au contraire un déséquilibre inacceptable. C'est pourquoi le succès russe est immédiatement révisé au Congrès de Berlin, réuni du 13 juin au 13 juillet 1868, le traité de Berlin, Replace San Stefano. Britannica souligne que ce congrès a justement pour fonction de corriger les effets de la victoire russe. La Bulgarie est fortement réduite. Une principauté autonome est créée au nord des Balkans, tandis que la Roumélie orientale reçoit un statut séparé, et la Macédoine retourne sous contrôle ottoman. La Russie conserve néanmoins des gains, notamment Kars et Ardahan, mais elle ne peut pas transformer totalement sa victoire militaire en hégémonie balkanique. La leçon du bloc est donc nette. En 1878, la Russie bat encore l'Empire ottoman, mais elle ne peut toujours pas redessiner seule l'ordre de l'Europe du Sud-Est. En 1877, la Russie revient à la guerre contre l'Empire ottoman avec une mémoire encore vive de l'humiliation subie en 1856. Mais cette fois, elle intervient dans un contexte de crise générale des Balkans. Les insurrections, la répression ottomane et l'émotion européenne créent un climat favorable à une nouvelle intervention russe. Le conflit s'ouvre sur 2 grands théâtres.
Dans les Balkans, les Russes franchissent le Danube, s'emparent du col de Shipka, mais se heurtent à la résistance remarquable d'Osman Pacha à Plevna. La guerre se ralentit brutalement. Il faut assiéger, user, encercler. Shipka bloque les contre-mouvements ottomans. Plevna retarde la percée russe. Quand Plevna tombe en décembre 1877, la voie du Sud s'ouvre de nouveau. Dans le Caucase, la prise de Kars confirme que la porte subit une pression convergente. Les Russes avancent alors jusqu'aux approches de Constantinople et imposent le traité de San Stefano en mars. Shinchchip texte aurait presque liquidé le contrôle ottoman effectif sur les Balkans en créant notamment une grande Bulgarie sous influence russe. Mais la victoire militaire russe débouche aussitôt sur une réaction diplomatique européenne. Au Congrès de Berlin, les grandes puissances réduisent la Bulgarie, réorganisent les Balkans et empêchent la Russie de transformer seul son succès en hégémonie régionale. Ainsi, la dernière grande guerre russo-ottomane confirme un schéma déjà visible depuis la guerre de Crimée. La Russie peut vaincre la porte, mais dès que l'équilibre européen est menacé, d'autres puissances viennent borner le résultat. La première leçon militaire de l'ensemble est simple. La géographie commande la guerre. Dans les premières phases, la Russie ne bute pas seulement sur les armées ottomanes, mais sur un espace hostile. Les campagnes de Crimée de 1987 et 1989, puis bien d'autres opérations méridionales, montrent qu'une armée lourde, entrant dans la steppe sans sécurité logistique, s'épuise, avant même d'obtenir une bataille décisive. Chaleur, incendie, manque d'eau, chevaux détruits, convois désorganisés, harcèlement tatar. La steppe agit comme un multiplicateur de faiblesse. Ce point est fondamental, parce qu'il explique pourquoi la Russie met si longtemps à transformer sa masse démographique et territoriale en avantage concret sur le front sud. La deuxième constante, c'est le rôle des forteresses et des verrous. Dans cette série, les noms reviennent comme des charnières. Chiirin, Azov, Oryakov, Khotin, Ismail, Plevna, Kars, Sébastopol. Cela signifie que la guerre n'est presque jamais une simple bataille de mouvement pur. Elle est une guerre de points d'appui, de fleuves, d'embouchures, de cols, de ports et de lignes de siège. Une armée peut gagner en rase campagne, mais tant qu'elle n'abat pas les verrous, elle ne restructure pas durablement le théâtre. C'est pour cela que tant de guerres russo-ottomanes oscillent entre percées initiales, arrêt devant une place forte, puis longue usure. La troisième leçon, c'est la montée en puissance méthodique de la Russie. Au XVIIe siècle et au début du XVIIIe, elle apprend encore. Elle découvre la difficulté du Sud, échoue en Crimée, puis comprend avec Azov qu'il faut combiner armée, sièges, rivières, chantiers navals et marine. Au XVIIIe siècle avancé, surtout à partir de 1768-1714 puis 1787-1792, elle atteint un autre niveau. Ses armées deviennent plus disciplinées, plus aptes à enchaîner campagnes terrestres, sièges et exploitations stratégiques, tandis que sa présence navale en mer Noire devient un objectif permanent. Au XIXe siècle, elle s'est frappée en même temps sur le Danube, dans les Balkans et dans le Caucase. Autrement dit, la supériorité russe n'a rien de magique. Elle est le produit d'un apprentissage organisationnel cumulatif. La quatrième leçon, c'est que l'Empire ottoman ne doit jamais être réduit à une caricature de déclin mécanique. Il perd beaucoup, mais il résiste souvent, durement. Il s'est encore opposé des défenses fortes à Plevna, soutenir de grands sièges, mobiliser des auxiliaires, tirer parti du terrain et surtout exploiter les erreurs russes. Le Prut en 1711 en est la preuve précoce. Plevna en 1867 en est la preuve tardive. La faiblesse ottomane est réelle sur la longue durée, mais elle n'est ni linéaire ni uniforme. Elle alterne avec des capacités de résistance tactique ou opérative très sérieuses. Cette nuance est indispensable pour ne pas raconter 2 siècles de guerre comme une simple marche inéluctable de la Russie. La cinquième est peut-être la plus importante des leçons militaires. C'est la différence entre battre les Ottomans et imposer seul le nouvel ordre régional. Tant que la guerre reste essentiellement bilatérale, la Russie progresse. Mais dès que la question d'Orient devient un problème européen général, la donne change. La guerre de Crimée l'a montré de façon brutale. La Russie pouvait vaincre l'Empire ottoman seule, mais elle ne pouvait pas soutenir sans coup majeur une guerre contre une coalition maritime moderne, appuyée par la France et la Grande-Bretagne. En 1878, le même mécanisme réapparaît sous une forme diplomatique. La Russie gagne sur le terrain, mais Berlin limite le produit politique de sa victoire. Cela veut dire que dans cette série, la limite ultime de la puissance russe n'est pas seulement ottomane, elle est aussi européenne. Quand on regarde l'ensemble des guerres russo-ottomanes, un premier fait s'impose. La géographie pèse presque autant que les armées. La steppe, les fleuves, la Crimée, le Danube, les cols balkaniques. Les ports de la mer Noire ne sont pas de simples décors.
ce sont les structures profondes du conflit. Au départ, la Russie n'échoue pas seulement face aux Ottomans, elle échoue aussi face aux distances, au manque d'eau, à l'usure des chevaux, aux convois disloqués, à la difficulté d'entrer dans la steppe sans s'y consumer. Puis elle apprend, elle comprend qu'il faut plus qu'une armée, il faut des sièges, des ports, une marine, des forteresses, des lignes d'approvisionnement, une administration militaire plus solide. C'est ainsi qu'elle passe, en 2 siècles, d'une puissance encore maladroite sur le front sud à une machine militaire capable d'opérer sur plusieurs théâtres à la fois. Mais l'autre grande leçon est qu'en face, l'Empire ottoman n'est jamais un simple corps inerte. Il recule, perd des positions, cède des traités, mais il sait encore résister, retarder, saigner l'adversaire, et parfois l'obliger à payer très cher sa victoire. Enfin, la série entière révèle une vérité politique majeure. Vaincre l'Empire ottoman n'a jamais suffi à la Russie pour remodeler librement le sud-est européen. Dès que ses succès menacèrent l'équilibre général, d'autres puissances intervenaient. La guerre de Crimée l'a démontré par les armes. Berlin, en 1878, l'a démontré par la diplomatie. La rivalité russo-ottomane est donc une guerre à 2 acteurs, mais jamais enfermée à 2. Le premier effet politique majeur de ces guerres, c'est la sortie progressive de la Crimée de l'orbite ottomane. En 1774, la Crimée n'est pas encore annexée par la Russie. Mais le traité de Küçük, Kainarka l'a soustrait à l'autorité du sultan en la déclarant indépendante. Cette indépendance est en réalité un état transitoire qui désarme politiquement le système ottoman dans la région. En 1783, la Russie annexe ensuite la péninsule. Politiquement, c'est capital. L'Empire ottoman ne perd pas seulement un vassal, il perd un écran stratégique historique au nord de la mer Noire. Le deuxième effet, c'est la transformation des principautés danubiennes en zones d'influence russe croissante. La Moldavie et la Valachie ne deviennent pas immédiatement russes, mais elles cessent progressivement d'être de simples périphéries, Ottoman Stables. Le traité de Bucarest en 1812 donne à la Russie la Bessarabie, tout en lui faisant restituer la Valachie et le reste de la Moldavie occupée. Puis le traité d'Edirne-Andrinople de 1829 reconnaît l'autonomie de la Moldavie et de la Valachie sous tutelle russe de fait. Le mécanisme est important. La Russie avance moins par annexion générale que par déplacement de souveraineté, en vidant l'autorité ottomane de sa substance dans les zones tampons. Le troisième effet politique touche les Balkans chrétiens. À partir du XVIIIe siècle tardif, la Russie obtient des formulations de plus en plus larges, permettant de se présenter comme protectrice des chrétiens, orthodoxes de l'Empire ottoman. Ce levier devient ensuite un instrument d'influence sur la Serbie, la Grèce, les principautés danubiennes et, plus largement, sur toute la question balkanique. Le traité d'Edirne réaffirme l'autonomie serbe et reconnaît la Grèce comme État autonome mais tributaire. Plus tard, San Stefano puis Berlin redessinent encore la carte politique des Balkans en élargissant ou confirmant l'indépendance de la Roumanie, de la Serbie et du Monténégro, tout en réduisant la Grande Bulgarie imaginée sous influence russe. Autrement dit, les guerres russo-ottomanes n'abattent pas d'un coup la domination ottomane en Europe, elles la fragmentent. Le quatrième effet majeur concerne la mer Noire et les détroits. Pendant longtemps, la Russie cherche à sortir d'une position continentale enfermée. Küçük Kaynarca lui donne le droit d'avoir une flotte sur la mer Noire. Edirne ouvre les détroits à la navigation russe. Mais la guerre de Crimée rappelle que ces gains restent politiquement réversibles. Le traité de Paris de 1856 garantit l'intégrité de l'Empire ottoman et neutralise la mer Noire, interdisant la présence de flottes de guerre russes et ottomanes dans cet espace. Cela prouve une chose essentielle. Politiquement, la Russie peut avancer contre les Ottomans, mais seulement jusqu'au point où les autres grandes puissances jugent l'équilibre menacé. Le cinquième effet, plus large, est la naissance puis la consolidation de la question d'Orient. À mesure que l'Empire ottoman perd du contrôle sur ses marges, chacune de ces marges devient un problème européen. Qui protégera les chrétiens? Qui contrôlera le Danube? Qui influencera la Bulgarie, la Serbie ou la Grèce? Qui empêchera la Russie d'atteindre les détroits? Le congrès de Berlin de 1878 illustre parfaitement ce changement d'époque. La guerre n'est plus seulement conclue entre le vainqueur russe et le vaincu ottoman. Elle est arbitrée par un concert de puissances. Cela signifie qu'à la fin de la série, la rivalité russo-ottomane a cessé d'être purement bilatérale. Elle est devenue un dossier européen permanent. Politiquement, les guerres russo-ottomanes ne se résument pas à une série de pertes territoriales ottomanes. Elles transforment surtout la nature, même de la souveraineté, dans les marges de l'Empire. La Crimée en offre l'exemple le plus net. Détachée du sultan en 1774 sous la forme d'une indépendance ambiguë, elle devient russe en 1883. Les principautés danubiennes suivent une logique voisine, non par annexion immédiate, mais par glissement progressif vers l'autonomie sous influence russe. Bucarest en 1812, puis Edirne en 1829, montrent que la Russie avance, souvent en vidant l'autorité ottomane de sa substance, plutôt qu'en absorbant d'un coup tous les territoires. Dans les Balkans, le même mécanisme nourrit l'autonomie, puis l'émancipation de la Serbie, de la Grèce, de la Roumanie, du Monténégro et plus tard de la Bulgarie, même si cette dernière est finalement réduite à Berlin. Dans le même temps, la Russie acquiert des leviers nouveaux, flotte sur la mer Noire, navigation, influence religieuse,
capacité diplomatique à parler au nom de populations chrétiennes ottomanes. Mais plus ces avancées grandissent, plus elles inquiètent les autres puissances. C'est pourquoi la question d'Orient finit par dominer tout, l'espace politique du problème. À la fin, ce ne sont plus seulement les Ottomans et les Russes qui décident, mais l'Europe entière. Dans la mémoire russe, ces guerres ont longtemps été intégrées à un récit de puissance méridionale et de sacrifices militaires. La défense de Sébastopol pendant la guerre de Crimée devient un mythe durable, d'autant plus qu'elle entre très tôt dans la littérature par les récits de Sébastopol de Tolstoï, publiés en 1855-1856. Ce n'est pas un détail culturel, cela signifie que la guerre n'est pas seulement mémorisée par l'état-major ou les traités, mais par une mise en récit national du courage, de la souffrance et de l'endurance. Le fait que Sébastopol soit resté une grande base navale russe renforce encore ce poids symbolique. Dans la mémoire britannique et plus largement occidentale, la guerre de Crimée a laissé un autre type d'empreinte. Elle a contribué à faire émerger la figure moderne du correspondant de guerre avec William Howard Russell de The Times, et elle a durablement marqué l'imaginaire public avec des expressions comme la Thin Red Line à Balaklava. Surtout, elle a transformé la perception du soin aux blessés. Les réformes de Florence Nightingale à Uskudar Scutari ont révolutionné le traitement des soldats et ouvert la voie à la médecine militaire moderne ainsi qu'à la professionnalisation des soins infirmiers. Ici, la mémoire n'est pas seulement héroïque, elle est aussi institutionnelle et humanitaire. Dans les Balkans, ces guerres ont souvent été absorbées dans les récits de naissance nationale. Britannica souligne que la grande caractéristique du 19e siècle balkanique fut justement la création d'États-nations sur des territoires auparavant ottomans. Dans cette logique, les guerres russo-ottomanes sont fréquemment lues comme des étapes de libération, même si la réalité fut plus ambiguë. Autonomie, dépendance, rivalité interbalkanique, puis correction diplomatique à Berlin. Dans le champ religieux aussi, la sortie de la domination ottomane a permis aux églises balkaniques de développer plus librement leurs identités nationales. Il faut donc être précis. La mémoire balkanique est souvent celle d'une libération, mais elle n'est jamais pure. Elle est traversée par des concurrences nationales et par les frustrations laissées par les traités. Dans la mémoire ottomane, le fil conducteur est différent. Ces guerres s'inscrivent moins comme une suite de batailles glorieuses perdues que comme une longue expérience de pression extérieure, de réduction territoriale et de réformes sous contrainte. La crise de 1875-1878, puis la révision de San Stefano à Berlin montrent bien cette logique. L'Empire ne disparaît pas, mais il voit ses provinces européennes se transformer, se réduire ou échapper progressivement à son contrôle. Même les réactions politiques locales, nées autour du congrès de Berlin, comme la Ligue albanaise de Prizren fondée le 1er juillet 1878, montrent que les traités issus de ces guerres ne produisent pas seulement des indépendances, ils créent aussi de nouvelles angoisses de démembrement. À la fin, il s'agit aussi de nationalité balkanique, de navigation dans les détroits, de protection religieuse, d'équilibre des puissances et de congrès diplomatiques. Plus la Russie avance, plus la guerre cesse d'être purement russo-ottomane. C'est pourquoi la série débouche logiquement sur le traité de Paris de 1856, puis sur le congrès de Berlin de 1878, deux moments où l'Europe s'arroge le droit de corriger ou de borner les conséquences de la guerre. Les Russes ont gagné la longue lutte contre les Ottomans, mais ils n'ont jamais pu la gagner seuls contre l'ensemble du système européen. C'est ce qui donne à ces guerres leur portée historique exceptionnelle. Elles ne racontent pas seulement la montée d'une puissance et le recul d'une autre. Elles racontent aussi la naissance d'un espace géopolitique où chaque victoire locale finit par produire une crise internationale plus large. Grigory Romodanovsky, période Première Guerre, 1676-1681. Face à lui, surtout Ibrahim Pacha, puis le dispositif ottoman de Kara Mustafa autour de Chihirin. Pourquoi il compte? C'est le premier grand nom russe vraiment structurant de la série. L'Encyclopedia of Ukraine le montre comme le voïvode russe majeur de la défense de Chihirin en 1677, aux côtés d'Ivan Samoïlovitch, face à l'offensive d'Ibrahim Pacha. Son importance vient du fait qu'il empêche une translation rapide et définitive de la domination ottomane sur ce théâtre. Il n'écrase pas les Ottomans, mais il fixe le premier modèle du conflit. Guerre de forteresse, profondeur ukrainienne, coalition russo-cosaque et difficulté ottomane à convertir un succès local en domination stable. Il y a ensuite Vassili Golitsyn, période
Campagne de Crimée, 1687 et 1689. Face à lui, le système ottomano-tatar, plus que l'armée ottomane régulière seule. Pourquoi il compte? Paradoxalement, son importance vient de son échec. Britannica le présente comme la figure dominante de la politique extérieure russe sous la régence de Sophie. Dans les campagnes de Crimée, la Russie découvre que la masse militaire ne suffit pas contre la steppe, le manque d'eau, l'incendie des herbes et la mobilité tatare. Golitsyn n'est pas le meilleur tacticien de la série, mais il est l'un de ceux qui ont le plus pesé sur l'apprentissage russe du théâtre méridional. Son impact est donc doctrinal. Il montre ce qui ne marche pas. Pierre Ier, Pierre le Grand, période, Azov, 1695-1696, puis Prut, 1711. Face à lui, au Prut, Baltak Mehmed Pacha reste la figure ottomane la plus marquante de la campagne. Pourquoi il compte? Pierre n'est pas seulement un souverain, c'est un chef de guerre qui impose un changement de nature au conflit. Britannica rappelle qu'il prend Azov en 1696, mais doit la rendre après 1711. Son importance historique tient à ceci. Il comprend qu'on ne brise pas le verrou ottoman au sud, avec une armée terrestre seule. Il faut aussi des chantiers navals, une flotte, des sièges modernes et une organisation plus intégrée. En face au Prut, l'encerclement russe par le Commandment Ottoman montre que la Russie n'a pas encore atteint une supériorité durable. Burkhard Christoph von Munich, période, guerre de 1735-1739. Face à lui, les commandements ottomans et tatars sur les axes Crimée-Ochakov-Moldavie. Pourquoi il compte? Britannica est net. Munich mène l'armée russe à la victoire dans la guerre de 1735-1739. Son importance est énorme, car il fait passer la Russie d'une puissance encore incomplète au sud à une armée capable de franchir Perekop, de reprendre Azov, de prendre Ochakov et de pousser jusqu'à Khotyn. C'est lui qui montre que la Russie peut désormais percer le système ottoman, même si elle ne sait pas encore transformer pleinement ses succès en avantages diplomatiques durables. Piotr Romiantsev, période, guerre, de 1768-1774. Face à lui, notamment Ivazad Halil Pacha sur le théâtre de Kagoul-les-Kahul. Pourquoi il compte? Romiantsev est le premier commandant russe de la série à produire une supériorité opérative vraiment mature. Britannica souligne qu'il se distingue, précisément dans la guerre de 1768-1774, avec l'Arga puis surtout Kagoul en 1707. Il impose une discipline de feu et de manœuvre qui écrase des forces ottomanes supérieures en nombre. Politiquement, ces campagnes ouvrent la voie à Küçük-Kaynarca. Militairement, il prouve que la Russie n'est plus seulement capable d'entrer au sud. Elle peut désormais dominer de grandes batailles contre les Ottomans. Alexandre Suvorov, période, guerre, de 1787 à 92. Face à lui, les grands commandements ottomans des campagnes de Fokhchani, Rymnik et Ismail. Pourquoi il compte? S'il faut citer un seul chef russe, tactiquement le plus destructeur contre les Ottomans, c'est lui. Britannica le présente comme notable pour ses succès dans la guerre de 1787-1792. Son impact sur le champ de bataille est immense, parce qu'il combine vitesse, concentration, offensive brutale et rupture du rythme adverse. Rymnik et Ismail l'installent comme le commandant russe qui terrorise le plus directement l'appareil militaire ottoman. Là où Romiantsev incarne la maturité opérative, Suvorov incarne la violence décisive de l'exécution. Grigori Potemkin, période, guerre, de 1787 à 92. Face à lui, l'ensemble du dispositif ottoman sur le littoral nord de la mer Noire. Pourquoi il compte? Potemkin n'est pas toujours le plus brillant au niveau tactique pur, mais il est trop important pour être écarté. Britannica le présente comme l'homme le plus puissant de l'Empire pendant une longue période sous Catherine II. Son impact face aux Ottomans est surtout stratégique et structurel. Organisation du théâtre méridional, consolidation de la Crimée, siège d'Ochakov et transformation durable du littoral nord-pontique en espace russe. Suvorov gagne des batailles plus spectaculaires. Potemkin aide à rendre ses gains durables. Mikhail Kutuzov, période, guerre, de 1806-1812. Face à lui, le haut commandement d'Ottoman sur le Danube. Pourquoi il compte? Kutuzov est surtout célèbre pour 1812 contre Napoléon. Mais Britannica rappelle aussi que sa campagne de 1811 et 1812 force les Ottomans à se négocier et à céder la Bessarabie. Son impact contre les Ottomans est moins flamboyant que celui de Suvorov, mais plus froid et plus stratégique. Il transforme le front danubien en guerre de dégagement réussie, ce qui permet à la Russie d'obtenir un gain territorial important avant l'invasion française. Son génie ici tient moins à l'éclat qu'à la compression efficace du temps et de l'objectif. Hans Karl von Diebitsch, période, guerre de 1828-1829. Face à lui,
le commandement ottoman des Balkans au moment de la percée vers Andrinople et Edirne. Pourquoi il compte? Britannica dit explicitement que ces campagnes balkaniques ont déterminé la victoire russe dans la guerre de 1828-1829, c'est décisif. Dibic est le commandant de la percée, qui fait sentir à l'Empire ottoman que la route du sud-est européen n'est plus sécurisée. Son importance tient à sa capacité à faire de cette guerre une menace politique directe sur Constantinople par l'avance, jusqu'à Andrinople. Pavel Nakhimov. Période, ouverture de la guerre de Crimée, 1853. Face à lui, l'escadre ottomane à Sinope. Pourquoi il compte? Sur le plan strictement tactique, Nakhimov inflige l'un des coups navals les plus écrasants de toute la série à Sinope. Britannica rappelle que la bataille de Sejm avait déjà montré ce qu'une catastrophe navale pouvait produire pour la porte. Sinope rejoue ce traumatisme à l'ère des obus explosifs. Mais il faut être précis. Son succès est à double tranchant. Il détruit l'escadre ottomane, mais contribue aussi à accélérer l'entrée directe de la France et de la Grande-Bretagne dans la guerre. Son impact militaire est immense. Son rendement stratégique global est plus ambigu. La ligne directrice est importante. Sur la longue durée, le commandement russe progresse davantage. Mais cela ne veut pas dire que les Ottomans n'ont pas eu de grands chefs. Leur problème est moins l'absence totale de talent que la difficulté à transformer des succès locaux en avantages durables. Surtout quand la pression russe devient multithéâtre et que l'équilibre européen complique tout. Nous allons vous citer les commandants ottomans les plus solides face aux Russes. On commence par Ibrahim Pacha. Période, campagne de Chehirin, 1177. Face à lui, Grigori Romodanovski. Pourquoi il compte? C'est l'un des premiers grands noms ottomans du cycle. L'Encyclopédia of Ukraine indique qu'en 1177, une armée turco-tatare de 100 000 à 120 000 hommes sous Ibrahim Pacha assiège Chehirin. Il n'emporte pas la place cette année-là, mais son importance est réelle. Il incarne l'entrée directe de la machine militaire ottomane dans le théâtre russo-cosaque d'Ukraine et montre d'emblée que les Ottomans peuvent projeter une masse considérable sur ce front. Son impact est surtout inaugural. Il fixe le premier standard de pression ottomane contre les Russes dans cette série. Baltaj Mehmed Pacha, période, Prut 1711. Face à lui, Pierre Ier. Pourquoi il compte? C'est probablement le commandant ottoman qui inflige la correction stratégique la plus nette à la Russie dans toute la première moitié de la série. Les sources disponibles rappellent qu'au Prut, l'armée de Pierre est encerclée et contrainte à négocier, ce qui conduit au traité de 1711 et à la restitution d'Azov. Son mérite est simple, il ne se contente pas de résister. Il place le tsar dans une situation où la Russie doit abandonner un gain stratégique essentiel. Dans toute la chronologie, peu de chefs ottomans peuvent revendiquer un résultat aussi clair contre un souverain commandant russe majeur, Ivazade Halil Pacha. Période, Kagoul, 1770. Face à lui, Piotr Roumiantsev. Pourquoi il compte? Il faut l'inclure, précisément parce qu'il est battu dans l'une des plus grandes batailles de la série. Être le chef ottoman à Kagoul signifie qu'il commande l'une des dernières grandes tentatives de supériorité ottomane de masse sur le front danubienne avant le basculement profond de 774, son intérêt historique, et de servir de point de comparaison. Face à lui, Roumiantsev démontre la maturité nouvelle du commandement russe. Halil Pacha n'est donc pas dans cette liste pour une victoire, mais parce qu'il représente encore une capacité ottomane de concentration énorme, finalement surclassée par une armée russe mieux dirigée. Yusuf Pacha, Hassan Pacha. Période, Rimnik, 1789. Face à lui, Alexandre Souvorov. Pourquoi il compte? Sur ce point, les sources faciles d'accès sont moins propres que pour Plevna ou le Prut, et les noms varient selon les récits secondaires. Ce que l'on peut affirmer avec prudence, c'est qu'à Rimnik, le commandement ottoman aligne une force très supérieure en nombre avant d'être brisé par Souvorov et ses alliés. Je les mentionne comme un bloc ici parce que l'intérêt n'est pas tant l'identité exacte la plus fameuse que la leçon militaire. Même avec une masse énorme, le commandement ottoman n'arrive pas à convertir cet avantage contre la rapidité et la concentration russes. Sur ce point, j'indique clairement qu'il y a plus d'incertitudes, de détails sur le nom ultime à mettre en avant, que pour Baltassar ou Osman, Pacha, Aydoslu Mehmed Pacha. Période, Ismail, 1790. Face à lui, Alexandre Souvorov. Pourquoi il compte? Même vaincu, c'est un nom sérieux. Les sources secondaires le décrivent comme le chef de la garnison d'Ismaïl et comme un commandant ottoman expérimenté, après plusieurs tentatives russes, précédemment infructueuses contre cette forteresse. Cela compte beaucoup. Si Ismaïl devient un mythe russe, c'est aussi parce qu'en face, la place est tenue avec compétence et réputation. Aydoslu Mehmed Pacha figure donc parmi les chefs ottomans à retenir non pour avoir changé l'issue de la guerre, mais pour avoir donné à la victoire de Souvorov son caractère exceptionnel. Je le classe néanmoins un peu plus bas, car la documentation, la plus nette ici, est moins institutionnelle que pour d'autres figures. Mustafa Reşit Mehmed Pacha, période, guerre de 1828-1829. Face à lui, Hans Karl von Diebitsch. Pourquoi il compte? Attention à ne pas le confondre avec le réformateur diplomate Mustafa Reşit Pacha, pour le théâtre militaire de 1828-1829.
La figure ottomane souvent associée à la tentative de stopper l'avance russe est Reşit Mehmet Pacha, battu par Dibić à Kolevica-Kulevcha avant la marche russe vers Andrinople. Je le retiens parce qu'il représente l'un des derniers efforts ottomans de commandement classique pour bloquer une percée russe en Balkans avant la grande pression politique du traité d'Edirne. Sur ce bloc, je note qu'il faut être rigoureux avec les homonymies, car elles créent souvent des confusions. Si l'on observe les meilleurs commandants ottomans face aux Russes, on voit qu'ils ne sont pas inexistants, loin de là. Baltas Mehmet Pacha humilie Pierre Oprut, Osman Nuri. Pacha transforme Plevna en mur de feu. Ibrahim Pacha porte la première grande pression ottomane en Ukraine. Mais la différence historique est ailleurs. Ces éclats restent souvent ponctuels, alors que, côté russe, la chaîne du commandement devient peu à peu plus stable, plus cumulative et plus efficace sur 2 siècles. Les Ottomans produisent encore de grands défenseurs. Les Russes finissent, eux, par produire un système de guerre plus durable.